Imaginez cette scène familière. Vous vous installez confortablement à votre bureau, vos livres soigneusement disposés devant vous, votre surligneur favori à portée de main, et cette ferme résolution d'enfin maîtriser ce chapitre difficile qui vous donne du fil à retordre depuis des semaines. Les premières minutes sont prometteuses. Vous lisez attentivement, surlignez méthodiquement les passages importants, prenez quelques notes dans les marges. Vous vous sentez productif, efficace même. Puis, progressivement, quelque chose d'étrange se produit. Votre attention commence à dériver. Cette notification sur votre téléphone qui vient de s'allumer semble soudainement cruciale. Cette tache au plafond que vous n'aviez jamais remarquée auparavant devient fascinante. Même le bruit de la circulation à l'extérieur capture votre intérêt plus que les formules mathématiques ou les dates historiques étalées devant vous. Votre cerveau, cette machine extraordinaire capable de prouesses inimaginables, se rebelle. Il crie littéralement « pause » et refuse catégoriquement de coopérer. Vous essayez de vous ressaisir, de vous reconcentrer, mais c'est peine perdue. Les mots sur la page commencent à danser devant vos yeux, perdant tout leur sens. Vous réalisez avec amertume que vous ne lisez plus vraiment. Vous faites semblant de lire en espérant secrètement que l'information s'imprime miraculeusement dans votre mémoire par osmose. Cette expérience universelle touche des millions d'étudiants à travers le monde, du lycéen préparant son baccalauréat à l'étudiant en médecine mémorisant l'anatomie humaine. Nous passons des heures, parfois des journées entières, assis devant nos livres, convaincus que nous étudions, alors qu'en réalité, nous participons à une vaste illusion collective. Le jour fatidique de l'examen arrive inévitablement. Vous vous installez dans cette salle silencieuse, le cœur battant, les mains moites. Vous retournez votre copie et trou noir total. Ces informations que vous étiez certain d'avoir mémorisées semblent avoir mystérieusement disparu de votre esprit. Cette sensation terrifiante d'avoir un cerveau vide, comme si toutes ces heures de révision n'avaient servi à rien. Mais pourquoi cette situation se répète-t-elle sans cesse ? Pourquoi nos méthodes d'études traditionnelles échouent-elles si souvent à produire les résultats escomptés ? La réponse est à la fois simple et révolutionnaire. Pour la plupart des étudiants, nous ne savons pas vraiment comment apprendre efficacement. Pendant des décennies, notre système éducatif nous a conditionnés à croire que l'apprentissage était un processus passif. Nous avons appris que pour mémoriser, il suffisait de lire et relire, de surligner les passages importants, de recopier soigneusement nos notes. Cette approche, profondément ancrée dans nos habitudes, repose sur une compréhension fondamentalement erronée du fonctionnement de notre cerveau. Le surlignage, par exemple, cette activité si répandue parmi les étudiants, procure une fausse impression de productivité. Lorsque nous colorions un passage en jaune fluo, notre cerveau interprète cette action comme un travail accompli. Nous nous sentons actifs, engagés dans le processus d'apprentissage. Mais en réalité, le surlignage ne fait que créer une illusion de compréhension. C'est un peu comme admirer un tableau dans un musée en pensant que cela nous apprend à peindre. La relecture répétitive, autre pilier des méthodes traditionnelles, souffre du même défaut fondamental. Quand nous relisons un texte pour la 3e ou 4e fois, nous éprouvons ce que les psychologues appellent la fluence de traitement. Le texte nous paraît familier, facile à comprendre, et nous interprétons cette facilité comme un signe de maîtrise. C'est une erreur cognitive majeure. La familiarité n'égale pas la compréhension, et encore moins la mémorisation à long terme. Cette confusion entre reconnaissance et rappel est une des principales causes d'échec académique. Reconnaître une information quand elle nous est présentée est infiniment plus facile que la rappeler de mémoire quand nous en avons besoin. C'est la différence entre reconnaître le visage d'une connaissance dans la rue et se souvenir de son nom lors d'une présentation. Les recherches en neurosciences et en psychologie cognitive ont démontré de manière irréfutable que notre cerveau n'est pas une simple unité de stockage, une clé USB biologique où l'information se déposerait passivement. C'est un système complexe et dynamique qui apprend par l'expérience, le défi et la pratique active. Pour bien comprendre comment optimiser nos méthodes d'apprentissage, nous devons d'abord saisir les mécanismes fondamentaux qui gouvernent la formation et la consolidation des souvenirs. Votre cerveau contient environ 86 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres, formant un réseau d'une complexité inouïe. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous créez ou renforcez des connexions synaptiques entre ces neurones.
Cette plasticité neuronale, cette capacité remarquable du cerveau à se reconfigurer constamment, est à la base de tout apprentissage. Mais voici le point crucial. Ces connexions neuronales ne se forment pas et ne se renforcent pas par la simple exposition répétitive à l'information. Elles nécessitent un effort actif, un défi cognitif, une sollicitation consciente des circuits de mémoire. C'est exactement comme le développement musculaire. Vous ne renforcez pas vos biceps en regardant des haltères, même pendant des heures. Vous les renforcez en les soulevant, en créant une résistance, en défiant vos muscles. Le processus de mémorisation implique 3 phases distinctes: l'encodage, la consolidation et la récupération. L'encodage transforme l'information sensorielle en traces mnésiques. La consolidation stabilise ces traces et les intègre dans nos réseaux de connaissances existants. La récupération réactive ces traces, les renforçant à chaque sollicitation. La plupart des méthodes d'études traditionnelles se concentrent exclusivement sur la phase d'encodage, négligeant complètement les 2 autres phases, pourtant cruciales pour un apprentissage durable. C'est exactement comme le développement musculaire, construire une maison en s'occupant uniquement des fondations, sans jamais édifier les murs ni les toitures. Cette compréhension scientifique nous amène naturellement à la première révolution, le pouvoir du rappel actif. Première révolution, le pouvoir du rappel actif. Le rappel actif représente un changement paradigmatique dans notre approche de l'apprentissage. Au lieu de consommer passivement l'information, nous forçons activement notre cerveau à la récupérer de sa mémoire. Cette technique simple en apparence déclenche des mécanismes neurobiologiques puissants qui consolident durablement nos connaissances. Imaginez 2 étudiants préparant le même examen d'histoire. Le premier, appelons-le Marc, adopte la méthode traditionnelle. Il lit et relit ses cours, surligne les dates importantes, recopie ses notes. Il passe 4 heures par jour dans cette routine, se sentant productif et studieux. Le second étudiant, Sophie, procède différemment. Après une première lecture attentive, elle ferme son manuel et tente de réciter de mémoire les événements principaux, les dates clés, les causes et conséquences des faits historiques étudiés. Quand Sophie bute sur un détail, elle ne cède pas à la facilité de rouvrir immédiatement son livre. Elle fait d'abord l'effort de fouiller sa mémoire, de chercher l'information, même si cela génère une certaine frustration. Ce n'est qu'après cet effort de récupération qu'elle consulte ses notes pour vérifier et corriger ses réponses. Les résultats de cette différence d'approche sont spectaculaires. Des études contrôlées ont montré que les étudiants utilisant le rappel actif obtiennent des performances supérieures de 50% à ceux utilisant les méthodes passives, et ce, même en consacrant moins de temps à leur révision. Pourquoi cette technique est-elle si efficace ? Chaque tentative de rappel, même infructueuse, renforce les circuits neuronaux associés à cette information. C'est ce que les neuroscientifiques appellent l'effet de test, ou testing effect. Plus nous sollicitons activement notre mémoire, plus nous la renforçons. C'est exactement le principe de l'entraînement sportif appliqué à nos facultés cognitives. Le rappel actif peut prendre de nombreuses formes pratiques. Vous pouvez vous tester oralement, expliquer à voix haute ce que vous avez appris, comme si vous enseigniez à un élève imaginaire. Vous pouvez créer des fiches questions-réponses et vous interroger régulièrement. Vous pouvez reformuler les concepts dans vos propres mots, sans consulter vos notes. Vous pouvez décider des schémas ou des cartes mentales de mémoire, puis vérifier leur exactitude. L'aspect crucial du rappel actif n'est pas la perfection immédiate, mais l'effort cognitif déployé pour récupérer l'information. Même vos erreurs et vos hésitations contribuent au processus d'apprentissage en signalant à votre cerveau les connexions qui nécessitent un renforcement supplémentaire. Mais attention, le rappel actif ne doit pas être pratiqué de manière anarchique. Il existe des principes scientifiques qui optimisent son efficacité, notamment en ce qui concerne le timing et la fréquence des sessions d'études. Deuxième révolution, la science des cycles d'apprentissage. Notre culture moderne valorise souvent l'endurance et la persévérance. Nous admirons l'étudiant qui passe des nuits blanches à réviser, celui qui reste cloué à son bureau pendant des heures interminables. Cette glorification de l'effort brut nous conduit à une erreur fondamentale, confondre quantité et qualité d'apprentissage. Votre cerveau n'est pas conçu pour maintenir une attention soutenue et une performance cognitive optimale pendant des heures consécutives.
Les recherches en neurosciences cognitives ont mis en évidence l'existence de cycles naturels d'attention et de traitement de l'information. Ignorer ces cycles biologiques, c'est lutter contre votre propre physiologie, avec pour résultat une efficacité drastiquement réduite et une fatigue mentale excessive. La solution réside dans l'adoption de cycles d'apprentissage respectueux de nos rythmes biologiques. La technique Pomodoro, développée par Francesco Cirillo, illustre parfaitement ce principe. 25 minutes de travail concentré, suivi de 5 minutes de pause, avec une pause plus longue après 4 sessions. Ces intervalles ne sont pas arbitraires, ils correspondent au cycle naturel d'attention de notre cerveau. Mais l'optimisation des cycles d'apprentissage va bien au-delà de la simple gestion du temps. Les pauses ne doivent pas être considérées comme des interruptions regrettables de notre productivité, mais comme des composantes essentielles du processus d'apprentissage lui-même. Pendant ces moments de repos apparents, notre cerveau continue de travailler en arrière-plan, consolidant les informations récemment acquises et créant de nouvelles connexions conceptuelles. Ce phénomène, appelé consolidation systémique, explique pourquoi nous avons parfois des révélations soudaines sous la douche ou pendant une promenade. Notre esprit conscient se détend, permettant au processus inconscient de réorganiser et d'intégrer nos connaissances de manière créative. L'analogie avec l'entraînement physique est particulièrement éclairante. Un athlète professionnel ne développe pas sa musculature en soulevant des poids de manière continue pendant des heures. Il alterne des phases d'effort intenses avec des périodes de récupération, permettant à ses muscles de se réparer et de se renforcer. Le surentraînement, en sport comme en apprentissage, conduit invariablement à la stagnation et à l'épuisement. Les recherches sur les rythmes circadiens révèlent également l'existence de fenêtres temporelles optimales pour différents types d'apprentissage. Notre capacité d'attention et de mémorisation fluctue naturellement au cours de la journée, influencée par les variations hormonales et les cycles de température corporelle. Pour la plupart des individus, les pics de performance cognitive se situent en milieu de matinée et en fin d'après-midi, avec une baisse notable après le déjeuner. Adapter votre planning d'études à ces rythmes naturels peut améliorer significativement votre efficacité, vous permettant d'accomplir en moins de temps ce qui vous demanderait des heures d'effort pendant vos phases de faible vigilance. Troisième révolution, la technique de Feynman et l'art de la simplification. Richard Feynman, physicien Nobel et pédagogue légendaire, a développé une approche révolutionnaire de l'apprentissage et de la compréhension. Sa méthode, devenue célèbre sous le nom de technique de Feynman, repose sur un principe déceptivement simple. Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose de manière simple, c'est que vous ne le comprenez pas vraiment. Cette affirmation, qui peut sembler provocatrice au premier abord, révèle une vérité profonde sur la nature de la compréhension authentique. Trop souvent, nous nous contentons d'une familiarité superficielle des concepts que nous étudions. Nous reconnaissons la terminologie spécialisée, nous suivons les démonstrations mathématiques, nous mémorisons les définitions. Mais sommes-nous véritablement capables de saisir et de transmettre l'essence de ces idées ? La technique de Feynman nous impose un test rigoureux de notre compréhension. Elle nous demande de déconstruire les concepts complexes, d'identifier leurs composantes fondamentales et de les reconstruire dans un langage accessible. Ce processus de simplification n'est pas une facilité pédagogique, c'est un exercice cognitif exigeant qui révèle impitoyablement les lacunes de notre compréhension. Prenons un exemple concret. Supposons que vous étudiez le concept d'inflation en économie. Après avoir lu votre manuel, vous pensez maîtriser le sujet. Vous connaissez la définition officielle, augmentation générale et soutenue du niveau des prix dans une économie. Vous avez mémorisé les causes principales, excès de demande, augmentation des coûts de production, anticipations inflationnistes. Vous savez que l'inflation érode le pouvoir d'achat et que les banques centrales utilisent les taux d'intérêt pour la contrôler. Maintenant, appliquez la technique de Feynman. Imaginez que vous deviez expliquer l'inflation à un enfant de 12 ans, sans utiliser de jargon économique. Pouvez-vous lui faire comprendre pourquoi les prix augmentent ? Pouvez-vous lui expliquer concrètement comment cela affecte la vie quotidienne ? Pouvez-vous illustrer les mécanismes de transmission par des analogies parlantes ? Cet exercice révèle instantanément les zones d'ombre de votre compréhension. Vous réalisez peut-être que vous ne saisissez pas vraiment le lien entre masse monétaire et inflation, ou que les mécanismes de formation des anticipations vous échappent. Ces lacunes, invisibles lors d'une lecture passive, deviennent criantes quand vous tentez d'enseigner le concept. Le processus de simplification force votre cerveau à créer de nouvelles connexions conceptuelles, à établir des liens entre des idées apparemment disparates, à développer une compréhension holistique plutôt que fragmentaire. Quand vous cherchez une analogie pour expliquer un phénomène complexe, vous activez des régions cérébrales associées à la créativité et au raisonnement abstrait. De plus, l'exercice d'enseignement stimule ce que les psychologues appellent l'effet de génération.
Quand nous produisons activement de l'information plutôt que de la consommer passivement, nous créons des traces mnésiques plus robustes et durables. Expliquer un concept à voix haute, même à un auditoire imaginaire, renforce notre propre mémorisation de manière spectaculaire. Ce processus itératif transforme progressivement votre compréhension superficielle en maîtrise véritable. Vous ne vous contentez plus de connaître les faits, vous comprenez leurs interconnexions, leurs implications, leur logique interne. Cette compréhension profonde vous permet non seulement de mémoriser durablement l'information, mais aussi de l'appliquer créativement à de nouveaux contextes. Quatrième révolution, l'apprentissage social et collaboratif. L'une des croyances les plus pernicieuses de notre culture éducative moderne est l'idée que l'apprentissage optimal se déroule dans l'isolement, dans le silence monastique d'une bibliothèque ou dans la solitude de sa chambre d'étudiant. Cette vision individualiste de l'étude néglige une dimension fondamentale de la cognition humaine. Nous sommes des êtres sociaux et notre cerveau a évolué pour apprendre dans un contexte social. Les recherches en neurosciences sociales révèlent que l'apprentissage collaboratif active des circuits cérébraux distincts et complémentaires de ceux sollicités par l'étude solitaire. Quand nous discutons d'un concept avec d'autres personnes, nous activons simultanément nos zones de traitement linguistique, nos centres de raisonnement social et nos systèmes de mémoire épisodiques. Cette activation multiple crée des traces mnésiques plus riches et plus résistantes à l'oubli. Le phénomène va bien au-delà d'un simple partage d'informations. Quand vous expliquez un concept à un camarade d'études, vous ne transmettez pas seulement vos connaissances, vous les restructurez, vous les organisez différemment, vous les adaptez au niveau de compréhension de votre interlocuteur. Ce processus d'adaptation et de reformulation renforce votre propre maîtrise du sujet de manière spectaculaire. L'effet est encore plus marqué quand vous devez répondre aux questions de votre interlocuteur. Ces questions, souvent imprévisibles, vous obligent à envisager le concept sous des angles nouveaux, à explorer des connexions que vous n'aviez pas spontanément établies, à identifier et combler des lacunes dans votre raisonnement. C'est un exercice cognitif d'une richesse incomparable, impossible à reproduire dans l'étude solitaire. Le débat et la discussion constructive constituent des outils d'apprentissage particulièrement puissants. Quand deux étudiants défendent des points de vue différents sur une question complexe, ils sont contraints d'articuler clairement leurs arguments, d'anticiper les objections, de raffiner leur compréhension. Cette confrontation intellectuelle, loin d'être un obstacle, stimule la pensée critique et approfondit la compréhension. Les recherches sur ce qu'on appelle l'elaborative interrogation montrent que les questions posées par nos pairs sont souvent plus efficaces pour révéler nos incompréhensions que celles que nous nous posons à nous-mêmes. Nos zones aveugles cognitives nous empêchent de détecter nos propres lacunes, mais elles deviennent évidentes quand quelqu'un d'autre interroge notre raisonnement. L'apprentissage social ne se limite pas aux interactions directes entre étudiants. L'enseignement à autrui, même bénévole et informel, représente l'une des méthodes d'apprentissage les plus efficaces jamais identifiées. Quand vous préparez une explication pour quelqu'un d'autre, votre cerveau active automatiquement ses circuits de métacognition, votre capacité à penser sur votre propre pensée. Cette métacognition vous permet d'évaluer objectivement votre niveau de compréhension, d'identifier les concepts qui nécessitent un approfondissement, d'organiser logiquement vos connaissances. De plus, l'acte d'enseigner active votre système de récompense cérébrale, libérant de la dopamine qui renforce positivement l'apprentissage. Les groupes d'études, quand ils sont bien organisés, créent un environnement d'apprentissage synergique où chaque participant bénéficie des connaissances et des perspectives des autres. Mais attention, tous les groupes d'études ne se valent pas. Un groupe efficace doit respecter certains principes fondamentaux. D'abord, la préparation individuelle est essentielle. Chaque membre doit arriver avec une base de connaissances solide, acquise par l'étude personnelle. Le groupe n'est pas là pour enseigner les bases à ceux qui ne se sont pas préparés, mais pour approfondir et raffiner une compréhension existante. Ensuite, la structure est cruciale. Les discussions libres, bien qu'agréables socialement, sont rarement productives pédagogiquement. Il faut définir des objectifs précis, alterner les rôles, enseignant-apprenant, et maintenir un focus constant sur les concepts étudiés. Enfin, la diversité des perspectives est un atout majeur. Un groupe composé d'étudiants aux forces et faiblesses complémentaires créera plus de valeur ajoutée qu'un groupe homogène. Les questions naïves des débutants révèlent souvent des subtilités négligées par les experts, tandis que l'expertise des plus avancés guide et structure la compréhension du groupe. L'illusion de la connaissance et le piège de la familiarité.
Avant de vous présenter les stratégies pratiques qui transformeront vos méthodes d'étude, nous devons aborder un biais cognitif particulièrement pernicieux qui sabote les efforts de millions d'étudiants. L'illusion de la connaissance. Ce phénomène psychologique nous fait croire que nous maîtrisons un sujet simplement parce que nous y avons été exposés à plusieurs reprises. C'est l'équivalent cognitif d'un mirage dans le désert. Plus nous approchons de l'examen, plus cette illusion se dissipe, révélant l'aridité de nos connaissances réelles. L'illusion de la connaissance naît de la confusion entre familiarité et compréhension. Quand vous relisez vos notes pour la 5e fois, le contenu vous paraît évident, presque trivial. Votre cerveau traite l'information plus fluidement, avec moins d'efforts conscients. Cette fluence de traitement génère un sentiment subjectif de maîtrise qui peut être totalement déconnecté de votre capacité réelle à mobiliser ces connaissances de manière autonome. Les neuroscientifiques ont identifié les mécanismes cérébraux responsables de cette illusion. Quand nous sommes répétitivement exposés à la même information, nos circuits neuronaux s'adaptent et traitent cette information plus efficacement. Cette efficacité accrue est interprétée par notre système métacognitif comme un indicateur de compétence alors qu'elle ne reflète qu'une habituation perceptuelle. Le danger de cette illusion devient critique en situation d'examen. Privé des supports familiers, vos notes, votre manuel d'études, votre environnement d'études habituel, vous découvrez brutalement que cette apparente maîtrise n'était qu'un leurre. L'information que vous pensiez avoir assimilée se révèle inaccessible quand vous en avez réellement besoin. Cette réalité explique pourquoi tant d'étudiants consciencieux, qui ont passé des heures à réviser, se retrouvent en difficulté lors des examens. Ils ont été victimes d'une illusion cognitive parfaitement prévisible, mais difficile à détecter sans les bons outils métacognitifs. La solution réside dans l'adoption de méthodes d'auto-évaluation objective qui contournent nos biais perceptuels. Au lieu de vous demander « Est-ce que cette information me paraît familière ?», posez-vous la question cruciale « Suis-je capable de récupérer et d'utiliser cette information sans aide externe ?» Cette distinction entre reconnaissance et rappel libre constitue le cœur de toute stratégie d'étude efficace. La reconnaissance, identifier la bonne réponse parmi plusieurs options, est un processus cognitif relativement simple qui ne prédit pas la performance en rappel libre, générer la réponse de rien. Or, la plupart des situations d'évaluation requièrent du rappel libre plutôt que de la simple reconnaissance. Maintenant que nous avons exploré les fondements scientifiques de l'apprentissage efficace, traduisons ces principes en stratégies concrètes que vous pouvez implémenter dès aujourd'hui. Commencez par établir un diagnostic précis de votre niveau de maîtrise actuel. Pour chaque chapitre ou concept à étudier, tentez d'abord un rappel libre complet. Fermez vos livres et essayez de reconstituer de mémoire l'ensemble du contenu. Cette première évaluation, bien qu'improbablement décourageante, vous fournira une cartographie objective de vos lacunes. Organisez ensuite votre temps d'étude selon le principe de la répartition pratique, Distributed Practice. Au lieu de consacrer 4 heures consécutives à un même sujet, répartissez ces 4 heures sur plusieurs jours. 1 heure aujourd'hui, 1 heure dans 3 jours, 1 heure la semaine suivante et 1 heure de révision finale. Cette répartition temporelle améliore la rétention à long terme de 40% comparativement aux sessions intensives. Développez un système de cartes questions-réponses, mais évitez les questions fermées qui favorisent la reconnaissance, privilégiez des questions ouvertes qui requièrent une élaboration. Expliquez le processus de, analysez les causes de, comparez et contrastez. Pratiquez l'auto-interrogation élaborative. Pour chaque fait que vous mémorisez, demandez-vous « Pourquoi cela est-il vrai ?» et « Comment cela se connecte-t-il à ce que je sais déjà ?» Cette approche crée des réseaux conceptuels robustes qui résistent mieux à l'oubli. Adoptez une approche personnalisée de la gestion temporelle. Identifiez vos pics de performance cognitive en tenant un journal de vos niveaux d'attention et de concentration pendant 1 semaine. Planifiez vos tâches les plus exigeantes pendant ces fenêtres optimales. Structurez vos pauses de manière active. Instead of consulting passively your phone, practice breathing exercises, do some stretchings or take a brisk walk. These activities facilitate memory consolidation and prepare your brain for the next session. Créez un cahier de simplification
où vous reformulez chaque concept dans vos propres termes. Utilisez des analogies, des métaphores et des exemples concrets. Si vous ne parvenez pas à simplifier un concept, c'est un signal d'alarme indiquant que votre compréhension est insuffisante. Pratiquez l'enseignement réel. Proposez votre aide à des étudiants de niveaux inférieurs. Participez à des séances de tutorat ou créez des contenus pédagogiques, vidéos, articles ou présentations. L'enseignement authentique révèle impitoyablement vos lacunes conceptuelles. Si vous formez un groupe d'études, établissez des règles claires. Préparation individuelle obligatoire, rotation des rôles explicatifs, sessions structurées avec objectifs définis. Créez un système de questions croisées où chaque membre prépare des questions sur les sujets maîtrisés par les autres. Exploitez les technologies collaboratives modernes, forums de discussion thématiques, sessions d'études virtuelles, partage de cartes conceptuelles. Ces outils permettent de maintenir l'interaction intellectuelle même à distance. Au-delà des techniques spécifiques, le développement de vos compétences métacognitives représente l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire dans votre parcours académique. La métacognition, littéralement la cognition sur la cognition, désigne votre capacité à comprendre, surveiller et contrôler vos propres processus d'apprentissage. Les étudiants métacognitivement sophistiqués ne se contentent pas d'appliquer mécaniquement des techniques d'étude. Ils évaluent constamment l'efficacité de leur méthode, adaptent leur stratégie selon les contextes et les matières et développent une compréhension nuancée de leurs propres forces et faiblesses cognitives. Cette autorégulation de l'apprentissage transforme fondamentalement votre relation avec le savoir. Vous cessez d'être un consommateur passif d'informations pour devenir un architecte conscient de votre propre développement intellectuel. Développez l'habitude de vous poser régulièrement ces questions critiques. Quelle est ma véritable compréhension de ce concept? Quelles sont les connexions que je n'ai pas encore établies? Où sont mes zones de confusion? Quelle stratégie serait la plus efficace pour ce type de contenu? Cette mise en perspective constante vous permet de détecter précocement les problèmes d'apprentissage et d'ajuster vos méthodes avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'équivalent cognitif d'un système de navigation GPS qui recalcule constamment l'itinéraire optimal. Une fois que vous avez identifié vos difficultés, vous devez activer des stratégies correctives appropriées. Cette régulation requiert un répertoire diversifié de techniques d'apprentissage et la sagesse de savoir quand les déployer. Pour les concepts très abstraits, privilégiez la recherche d'exemples concrets et d'analogies parlantes. Pour les informations factuelles, optimisez vos techniques de mémorisation par répétition espacée. Pour les raisonnements complexes, décomposez le problème en étapes élémentaires et maîtrisez chaque composante séparément. Notre système éducatif traditionnel a malheureusement diabolisé l'erreur, créant chez de nombreux étudiants une aversion pathologique aux fautes et aux approximations. Cette phobie de l'erreur constitue paradoxalement l'un des principaux obstacles à l'apprentissage efficace. Les neurosciences révèlent que l'erreur génère des signaux d'apprentissage particulièrement puissants dans notre cerveau. Quand nous nous trompons, nous activons des circuits de détection d'erreurs qui déclenchent une attention accrue et une consolidation mnésique renforcée. C'est exactement pour cette raison que nous nous souvenons souvent mieux de nos erreurs que de nos succès. Cette réalité neurobiologique suggère une approche révolutionnaire. Au lieu d'éviter l'erreur, nous devons l'embrasser comme un outil d'apprentissage privilégié. Cela ne veut pas dire glorifier l'approximation ou négliger l'exactitude, mais reconnaître que le chemin vers la maîtrise passe nécessairement par des tentatives imparfaites. Pratiquez délibérément des exercices légèrement au-dessus de votre niveau de compétence actuel. Cette difficulté désirable vous confronte régulièrement à vos limites et stimule votre développement cognitif. Analysez systématiquement vos erreurs. Qu'est-ce qui a conduit à cette faute? Quelle incompréhension révèle-t-elle? Comment puis-je éviter ce type d'erreur à l'avenir? Cette analyse post-erreur transforme chaque faute en opportunité d'apprentissage. Créez un journal d'erreurs où vous documentez vos principales confusions et les stratégies qui vous ont permis de les résoudre.
Ce journal devient progressivement un manuel personnalisé de résolution de problèmes. L'anxiété académique représente l'un des saboteurs les plus efficaces de la performance intellectuelle. Le stress chronique perturbe les processus de mémorisation et de récupération, en créant un cercle vicieux où la peur de l'échec génère les conditions mêmes de cet échec. Comprendre les mécanismes neurobiologiques du stress vous permet de développer des stratégies de régulation émotionnelle spécifiquement adaptées au contexte académique. Pratiquez la respiration contrôlée. Des inspirations lentes et profondes activent votre système nerveux parasympathique, contrebalançant les effets du stress sur votre cognition. Développez des rituels pré-examen qui créent un état mental optimal. Même routine de préparation, environnement familier, techniques de relaxation standardisées. Ces rituels conditionnent votre cerveau à entrer dans un état de performance. Restructurez cognitivement votre rapport à l'évaluation. Au lieu de voir l'examen comme une menace, recadrez-le comme une opportunité de démontrer vos apprentissages et d'identifier vos axes d'amélioration. Les outils numériques modernes offrent des possibilités inédites d'optimisation de vos méthodes d'études, à condition de les utiliser de manière stratégique plutôt que distractive. Des logiciels comme Anki ou Quizlet implémentent les algorithmes de répétition espacée, vous présentant automatiquement les informations au moment optimal pour la consolidation mnésique. Ces outils transforment votre smartphone en laboratoire d'apprentissage portable. Des applications comme MindMeister ou Xmind vous permettent de créer des cartes mentales sophistiquées, visualisant les connexions entre concepts et facilitant la compréhension holistique des sujets complexes. Les outils collaboratifs modernes, Discord académique, Slack éducatif, forums spécialisés, créent des communautés d'apprentissage virtuelles où vous pouvez bénéficier de l'intelligence collective même en travaillant à distance. Votre environnement physique et psychologique d'études influence profondément votre capacité cognitive. Un espace mal conçu peut saboter vos meilleures intentions, tandis qu'un environnement optimisé amplifie l'efficacité de vos techniques d'apprentissage. Éliminez impitoyablement les distracteurs. Téléphone en mode avion dans une autre pièce, notifications désactivées, espace de travail dédié exclusivement à l'étude. Chaque distraction potentielle pompe une partie de votre attention résiduelle. Contrôlez les variables environnementales. Éclairage adéquat pour éviter la fatigue oculaire, température fraîche pour maintenir l'alerte cognitive, niveau sonore optimal, silence ou musique instrumentale, selon vos préférences. Créez des signaux contextuels qui conditionnent votre cerveau au travail intellectuel. Routine d'installation, matériel spécifique, disposition spatiale constante. Ces signaux déclenchent automatiquement votre focus attentionnel. Variez stratégiquement vos lieux d'études. La diversité contextuelle améliore la généralisation de vos apprentissages et réduit votre dépendance à un environnement spécifique. Votre performance intellectuelle dépend directement de l'état physiologique de votre cerveau. Une nutrition inadéquate, un sommeil insuffisant ou un mode de vie sédentaire sabotent vos capacités cognitives indépendamment de la qualité de vos techniques d'apprentissage. Stabilisez votre glycémie. Évitez les pics et chutes brutales de sucre sanguin qui perturbent votre concentration. Privilégiez des glucides complexes et des protéines de qualité. Hydratez-vous adéquatement. Même une déshydratation légère de 2% réduit significativement vos performances cognitives. Maintenez une hydratation constante tout au long de vos sessions d'études. Intégrez des nutriments neuroprotecteurs. Oméga 3 pour la plasticité synaptique, antioxydants pour la protection neuronale, vitamine B pour le métabolisme énergétique cérébral. Le sommeil n'est pas un luxe ou une perte de temps, c'est une nécessité biologique absolue pour l'apprentissage. Pendant le sommeil, votre cerveau consolide les souvenirs de la journée, élague les connexions inutiles et prépare vos circuits neuronaux pour de nouveaux apprentissages. La privation de sommeil, même partiel, dégrade spectaculairement
spectaculairement vos capacités de mémorisation, d'attention et de raisonnement. Une nuit blanche équivaut cognitivement à un état d'ébriété légère. Optimisez votre hygiène de sommeil. Horaires réguliers, environnement sombre et frais, évitement des écrans avant le coucher, rituel de transition vers le sommeil. Ces investissements dans votre sommeil se traduisent directement par une amélioration de vos performances académiques. Conclusion. La transformation de votre parcours académique. Nous arrivons au terme de cette exploration scientifique des mécanismes d'apprentissage efficaces. Les principes et techniques que nous avons examinés ne sont pas de simples astuces ou raccourcis. Ils représentent une transformation fondamentale de votre approche de l'acquisition de connaissances. Cette révolution méthodologique exige de vous un investissement initial significatif. Abandonner vos habitudes familières, aussi inefficaces soient-elles, et adopter de nouvelles stratégies demande du courage intellectuel et de la persévérance intellectuelle. Les premiers jours d'application de ces techniques peuvent même paraître plus difficiles que vos anciennes méthodes, simplement parce qu'elles sont moins familières. Mais cette période d'adaptation temporaire vous conduit vers une efficacité d'apprentissage révolutionnaire. Au lieu de passer des heures interminables à réviser sans résultat tangible, vous développerez la capacité de maîtriser rapidement des concepts complexes et de les retenir durablement. Plus important encore, vous développerez une compétence méta-académique inestimable. Apprendre à apprendre efficacement. Cette capacité vous servira tout au long de votre vie, bien au-delà de vos études formelles. Dans un monde en évolution constante, où les connaissances se renouvellent rapidement, savoir acquérir de nouvelles compétences devient plus précieux que toute expertise spécifique. La tragédie de la plupart des conseils éducatifs réside dans le fossé entre la compréhension intellectuelle et l'application pratique. Vous comprenez maintenant pourquoi le rappel actif est supérieur à la relecture passive. Vous saisissez l'importance des cycles d'apprentissage optimisés. Vous reconnaissez la valeur de la technique de Feynman et de l'apprentissage social. Mais cette compréhension théorique ne se traduira en résultats concrets que si vous franchissez le pas de l'implémentation. C'est là que la plupart des étudiants échouent. Ils accumulent les connaissances sur l'apprentissage sans jamais transformer leur pratique quotidienne. Ne tombez pas dans ce piège. Choisissez une technique spécifique, disons le rappel actif, et engagez-vous à l'appliquer systématiquement pendant une semaine complète. Observez les résultats, ajustez la méthode selon vos besoins, puis intégrez progressivement les autres stratégies. Cette approche graduelle mais constante vous permet de construire un système d'apprentissage personnalisé et durable plutôt que de vous éparpiller dans des changements superficiels qui n'auront aucun impact à long terme. L'application de ces techniques transformera non seulement vos performances académiques, mais votre rapport global au savoir et à l'expertise. Vous développerez une confiance intellectuelle basée sur la maîtrise véritable plutôt que sur l'illusion de la familiarité. Cette confiance authentique vous libérera de l'anxiété chronique qui paralyse tant d'étudiants. Quand vous savez que vos méthodes d'études sont scientifiquement optimisées, quand vous avez des preuves objectives de votre progression, l'approche des examens devient une démonstration naturelle de vos compétences plutôt qu'une épreuve terrifiante. De plus, l'efficacité accrue de vos méthodes vous libérera du temps pour l'exploration intellectuelle, la créativité et l'épanouissement personnel. Au lieu de passer chaque moment libre à réviser inefficacement, vous pourrez investir dans des activités enrichissantes qui contribuent à votre développement holistique. Le moment est venu de transformer vos bonnes intentions en actions concrètes. Ne reportez pas cette transformation à après cet examen ou au début du prochain semestre. Chaque jour de retard perpétue des habitudes contre-productives et retarde votre développement académique. Commencez aujourd'hui même. Fermez ce document, choisissez un concept que vous devez étudier et appliquez immédiatement la technique du rappel actif. Pas demain, pas dans une heure, maintenant. Cette première application, aussi imparfaite soit-elle, marquera le début de votre révolution personnelle d'apprentissage. Elle vous démontrera concrètement la différence entre connaître les principes et les vivre. Les transformations que vous amorcerez aujourd'hui auront des répercussions qui dépasseront largement vos résultats scolaires immédiats.
Vous développerez une mentalité de croissance, une capacité d'adaptation intellectuelle et une confiance en vos capacités d'apprentissage qui vous serviront dans tous les aspects de votre vie future. Que vous deveniez médecin, ingénieur, enseignant, entrepreneur ou que vous choisissiez tout autre parcours professionnel, cette maîtrise des mécanismes d'apprentissage constituera votre avantage compétitif le plus durable. Dans un monde qui change rapidement, ceux qui savent apprendre efficacement prospèrent, tandis que ceux qui restent prisonniers de méthodes obsolètes stagnent. Vous avez maintenant en votre possession les clés scientifiques de l'excellence académique. Ces clés ne demandent qu'à être utilisées. La question n'est plus de savoir si vous pouvez transformer vos résultats. La science nous a démontré que c'est possible. La seule question qui reste est, êtes-vous prêt à franchir le pas et à devenir la version optimisée de l'étudiant que vous pouvez être? Votre parcours vers l'excellence académique commence maintenant. Fermez ce document, ouvrez vos livres et cette fois-ci, étudiez vraiment, efficacement, scientifiquement, brillamment. Votre réussite n'attend que votre décision d'agir.